Merci messieurs d'être sur le plateau de parlementaires chez vous. Commentez bien évidemment cette émission avec le hashtag LCP. On prend bien évidemment ce premier sujet d'abord et ce premier débat, c'est désormais bel et bien inscrit dans la loi. 2 personnes de même sexe peuvent se marier et adopter un enfant. Cette loi sur le mariage pour tous a été promulguée ce week-end après la validation du Conseil constitutionnel. Depuis des mois, le débat est vif, très vif même, et le nombre d'actes homophobes est en forte hausse. On écoute sur ce sujet, c'est dans l'hémicycle il y a à peu près 1 heure, Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement. Pour autant, cette loi mariage pour tous n'est pas un solde de tout compte en matière de lutte contre l'homophobie. Nous avons vu que les réflexes homophobes sont encore présents dans notre société, qu'ils ont même redoublé dans nos rues même, et qu'il faut donc s'y attaquer avec fermeté, détermination, sans aucune ambiguïté, sans aucune compromission, et je l'espère de façon rassemblée sur un sujet qui est un sujet grave. Olivier Dussopt, cette recrudescence des actes homophobes, vous l'expliquez par ces débats qui ont été durs durant des mois? En partie, mais il ne faut pas se leurrer. Si la parole homophobe a été libérée par les débats, par les prises de position des uns, des autres, parfois dans l'hémicycle, souvent dans la rue, à l'initiative de collectifs violemment opposés à l'ouverture du mariage à tous les couples, si cette parole a été libérée, c'est parce qu'elle existait. Et cela veut dire que notre société a encore au fond d'elle des réflexes homophobes, des réactions homophobes, des personnes qui considèrent que l'orientation sexuelle peut être un critère de jugement, de hiérarchie de valeurs entre les individus. Donc il y a eu une libération, il y a une responsabilité de certains collectifs, je pense notamment au collectif intitulé La Manif pour tous, et puis quelques propos dans l'hémicycle, et je le dis d'autant plus librement que mon interlocuteur aujourd'hui n'a pas fait partie de ceux qui ont eu des propos agressifs ou violents, bien au contraire. Est-ce que l'opposition est allée trop loin, redit ça chez vous? Il y a par exemple Jean-Christophe Fromentin qui était vent debout contre ce projet de loi, et à l'UMP des gens comme Jean-Frédéric Poisson, Hervé Mariton qu'on va entendre dans quelques minutes, qui sont allés parfois loin dans leurs propos. Est-ce que vous trouvez que l'opposition a une part de responsabilité dans la recrudescence d'actes homophobes en France? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est un ensemble de choses qui est condamnable. Moi, pour ma part, j'aurais souhaité un vrai débat de fond. Il fallait prendre son temps pour cette affaire et il fallait arriver à trouver des lignes de consensus au niveau de tous les Français. Parce que le faire à marche forcée, alors que les préoccupations des Françaises et des Français sont tout autres aujourd'hui, a provoqué une vague d'incompréhension totale. Alors, les députés, je pense à Jean-Christophe Fromentin a fait un travail de fond, avec conviction, et je crois plutôt sans excès d'ailleurs, en essayant d'expliquer la position de notre groupe. Encore une fois, sur l'union civile, tout le monde était d'accord chez nous. En revanche, il y a de fortes réticences sur tout ce qui a été laissé entendre, notamment la GPA et la procréation médicale assistée. Nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Et donc les Français se sont cabrés sur ces questions-là, et je le regrette, parce que si effectivement la conséquence de ça c'est de l'homophobie, oui, eh bien c'est juste dramatique. Alors, vous savez, mais simplement, moi j'ai reçu des mails de la part de mes opposants socialistes dans ma circonscription, et notamment du responsable socialiste des Alpes-Maritimes, qui sur Twitter disait les députés qui ont voté contre cette loi sont homophobes. Quand on en arrive à des extrémités pareilles, il ne faut pas s'étonner et qu'il y ait des débordements de toutes sortes. On parlait de l'opposition vent debout, justement, un député en première ligne, Hervé Mariton, on l'a vu et encore revu durant tous ces débats sur le mariage pour tous. Bonjour Elisabeth Solomé. Bonjour Thomas. Vous êtes à ses côtés, salle des 4 colonnes à l'Assemblée. Exactement. Alors Hervé Mariton, une nouvelle manifestation est prévue dimanche alors que le texte a été promulgué par le chef de l'État. Pourquoi continuer? C'est une manifestation de défense de la famille. Lisez les journaux, vous voyez que le gouvernement veut s'attaquer au quotient familial. Il l'a déjà fait dans le budget 2013, il veut aggraver la dose au budget 2014. Il y a la mise en cause des allocations familiales, il y a un projet porté par la ministre de la Famille qui met à bas le modèle familial. Il y a aussi ce projet Taubira, cette loi Taubira, pardon, hélas maintenant, auquel nous ne nous résignons pas et qu'il faudra changer parce qu'il est ainsi en démocratie, puisque le Conseil constitutionnel a dit que ce n'était pas d'ordre constitutionnel. C'est donc la loi Taubira n'est pas dans le marbre. On devra la changer. Suffisamment de sujets pour mobiliser et manifester le 26 mai. Venez nombreux. C'est donc plus seulement une manifestation contre le projet de loi, mais c'est plus général contre la politique familiale du gouvernement? Mais depuis le début, moi j'ai toujours dit qu'il y avait à la fois le projet Taubira, mauvais projet, aujourd'hui mauvaise loi, et qu'en même temps ce projet, hélas, prend sa place dans un travail de déconstruction, de démolition assez largement de la politique familiale. Et j'ai toujours dit qu'il s'agissait de défendre le mariage,
de défendre la filiation et au-delà de défendre la famille. Ça sera aussi un enjeu pour nous à l'UMP en 2017 de porter, et je propose par voie de référendum, un projet plus heureux, plus généreux en termes de politique familiale et en faisant confiance aux Français pour qu'ils l'adoptent, je l'espère, par référendum. Dimanche 26 mai, c'est la dernière manifestation, la DER à laquelle vous participerez. Alors moi, ce que j'ai proposé, c'est que chaque année, on ait une manifestation de défense et de mise en valeur de la famille. Voilà, on ne va pas manifester toutes les semaines, c'est clair. C'est d'autres sujets aussi sur lesquels il faut se battre demain, le pouvoir d'achat des Français, la situation de l'emploi, la croissance, la politique énergétique aussi. Le gouvernement se targue de vouloir proposer une politique énergétique sur le plan européen. Il va commencer par gaspiller plus de 10 milliards d'euros en fermant Fessenheim sans aucune justification environnementale. Donc voilà plein de sujets. Et en même temps la famille, plus largement les questions de société, le débat sur les valeurs, ça n'est pas un terrain que nous allons abandonner, que chacun soit rassuré. La politique, sûrement, après ce mouvement social très intense de l'hiver et du printemps, la politique aura beaucoup gagné en densité et en qualité. Franck Riester, votre collègue à l'UMP qui lui avait voté le texte, dit que l'UMP ne pourra jamais revenir sur ce texte. On sent comme un certain malaise au sein du parti, certains disent que oui, d'autres que non. Votre sentiment à vous? Il n'y a pas de malaise. Ceux qui étaient pour le texte disent qu'ils ne veulent pas qu'on revienne dessus. Ils sont assez cohérents, qu'ils aient la gentillesse de ne pas parler pour tout le monde. Je respecte ce qu'ils disent, qu'ils respectent mon opinion, qui je crois est très majoritaire à l'UMP. Merci Hervé Mariton d'avoir répondu à nos questions. Merci Elisa et merci à votre invité. Le premier mariage entre deux hommes sera célébré le 29 mai. Ça se fera à Montpellier par la maire Hélène Mandreau-Rudissal. Vous êtes adjoint au maire de Nice, Christian Estrosi. Lui va célébrer des mariages. Pourtant, il était opposé à la loi. Est-ce que vous pourriez célébrer des mariages entre deux hommes ou deux femmes? Oui, mais j'ai déjà célébré des PACS en mairie entre deux hommes et deux femmes. Donc j'appliquerai la loi. Vous respecterez la loi. Nous respecterons la loi et d'ailleurs, c'est pas ça le sujet. C'est pas l'union entre un homme et un homme ou une femme et une femme. C'est, je vous ai dit, le problème que ça pose au niveau de la GPA et de la PMA. C'est ça, pour nous, l'essentiel du problème. Pour le reste, on aurait souhaité qu'on n'appelle pas mariage, mais plutôt union civile. Voilà. C'était aussi dans le programme de Nicolas Sarkozy en 2007, cette union civile. Des maires UMP refusent de célébrer ces mariages, c'est la fameuse clause de conscience. Est-ce qu'il y aura des sanctions pour ces maires-là? Ils risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Est-ce que vous le souhaitez qu'il y ait des sanctions? La réponse est dans la question, mais ce qui est important, c'est de dire qu'une fois que la loi est votée, proposée par un président de la République élu démocratiquement, portée par un gouvernement, votée par un Parlement tout aussi démocratiquement élu et validée par le Conseil constitutionnel, la loi est la loi de la République. On peut être en désaccord avec, mais lorsqu'on est maire, on est officier d'état civil et on est tenu d'appliquer la loi. Alors il y a, on le sait, des formes d'arrangement. Les maires ne peuvent pas célébrer tous les mariages, peuvent déléguer à leur adjoint, oui. Mais une mairie ne peut pas refuser de célébrer un mariage lorsqu'il est prévu par la loi, et je crois que c'est là un acte important. Un point important sur lequel il ne faut pas reculer, car le combat contre l'homophobie que Najat Vallaud-Belkacem rappelait avec justesse, ce combat-là passe par l'égalité de traitement partout sur le territoire, et par le fait simplement que cette loi, qui est une loi d'égalité, puisse être appliquée dans l'ensemble des mairies et pour l'ensemble des couples sans difficulté. Et il y aura une grande manifestation des Antilles, notamment certains élus UMP, c'est la DER des DER selon Jean-François Copé, ce sera dimanche. Deuxième sujet du jour, une semaine après les échauffourées place du Trocadéro à Paris, eh bien l'affaire prend une tournure politique. Je parle bien évidemment du PSG, sacré champion de France. La droite accuse le ministère de l'Intérieur d'un manque d'organisation. Faux, répond Manuel Valls. C'est vous, la droite, qui organisez le désordre. Parler de gazage une fois encore. Un de vos collègues l'avait fait, un de vos collègues de l'opposition. C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas utiliser, en parlant des forces de l'ordre, des compagnies républicaines de sécurité, des escadrons de gendarmerie, de la hiérarchie de la police et de la gendarmerie, c'est inacceptable d'employer ces termes. Et ici, encore une fois, c'est vous qui, par ces mots, organisez le désordre. C'est la majorité, le gouvernement, qui impose l'ordre républicain. Allez, un petit coup d'œil sur Twitter avec ces 2 tweets de téléspectateurs sur cette affaire du PSG. D'abord, Sébastien qui réagit à la réponse de Manuel Valls. Elle a bon dos, dit-il, l'extrême droite. Moi, dit-il, ce que j'ai vu, c'est d'un côté des casseurs venus des cités, de l'autre des enfants gazés. Autre son de cloche. Éléonore Slama, comment la droite peut-elle parler de gazage? C'est inacceptable. Christian Jacob demande une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. Vous aussi à l'UDI?
Écoutez, on n'a pas demandé de commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. Ceci étant, là, les propos de Manuel Valls sont tout à fait inacceptables, comme probablement le terme de gazage était trop fort. Mais entre nous, ça n'est pas avec des mots comme ça qu'on réglera les problèmes. Tout le monde a vu ce qui s'est passé au Trocadéro. Et tout le monde a vu aussi le déploiement des forces de police considérables pour la manif pour tous. Et tout le monde a vu aussi la différence de clientèle. Avec d'un côté des familles et avec de l'autre des casseurs majoritaires. Alors, je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand on est ministre de l'Intérieur, on assume ses responsabilités et quand on commet une faute, il faut avoir le courage de le dire. Parce que sinon, c'est la crédibilité du politique qui est en jeu. Il n'y a pas assez de forces de l'ordre au Trocadéro. Je crois qu'il y avait à peu près 1000 agents. Mais ce qui m'importe, moi, c'est pas de savoir s'il y avait assez de forces de l'ordre ou pas, c'est de voir la réponse que l'on apporte à cela. Les scènes que l'on a vues au Trocadéro sont inacceptables. Ceux qui viennent pour casser, gâcher une fête, passe encore, mais ceux qui viennent pour casser, ceux qui viennent pour s'en prendre aux forces de l'ordre doivent être punis. Et pour moi, que l'on manifeste à l'occasion, ou que l'on casse plus exactement, à l'occasion de ce qui doit être une fête sportive, ou à l'occasion d'une manifestation revendicative, qu'elle soit contre le mariage pour tous ou pour un autre sujet. Mais ils font tirer des leçons aussi le même traitement. de ces chauffourées au Trocadéro. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? C'est le même traitement. La prochaine fois, il faut évidemment prévoir plus de forces de police, mais ce que j'espère aussi, c'est que la justice sera exemplaire et prononcera des peines exemplaires. Et je ne veux pas, ce que je ne souhaite pas en réponse à mon interlocuteur, c'est que les familles qui ont manifesté contre le mariage pour tous ne doivent pas servir d'alibi à quelques groupuscules de casseurs. Nous avons vu les images, pas plus tard que vendredi soir devant le Panthéon, avec non pas des familles, mais des jeunes hommes, parfois qui présentaient très bien, qui sautaient à pieds joints sur les boucliers de CRS, et un qui a projeté du liquide inflammable à la figure d'un commissaire. Ceux-là doivent être punis comme ceux qui ont 47 personnes interpellées, je le rappelle. Rudy Sall, on l'a vu sur un plan plus politique. Depuis la semaine dernière, il y a beaucoup de questions posées à Manuel Valls. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de l'opposition de taper sur le ministre préféré des Français selon le sondage? Écoutez, si être ministre préféré, c'est présenter des postures qui plaisent aux gens. Ok, moi je juge les ministres sur leurs résultats. Jusqu'à présent, nous avons entendu un discours parfois rassurant, parfois lénifiant du ministre de l'Intérieur, et puis nous voyons maintenant un certain nombre d'actes particulièrement regrettables dans lesquels le ministre de l'Intérieur a une très grande responsabilité. Parce que nous savons bien, tous les experts et tous les observateurs ont pu le dire, que l'organisation de cette manifestation au Trocadéro d'abord n'aurait pas dû être autorisée, et que deuxièmement, elle ne pouvait pas être autorisée dans ces conditions-là. Voilà, donc il faut en tirer des leçons. On va passer au troisième sujet, au dernier sujet de cette suite des questions au gouvernement et du débrief, et c'est bien évidemment l'enseignement supérieur. Ce projet de loi va arriver demain sur vos bancs, ici à l'Assemblée, réforme de la licence, du master, la meilleure orientation des bacheliers, mais aussi on parle bien évidemment des cours en anglais à l'université. Voilà pour le fond du texte, et une ministre défend ce texte bec et ongle, malgré les critiques très nombreuses à la fois des politiques, mais aussi des associations. Elle s'appelle Geneviève Fioraso, elle est avec vous, Elisa Bartholomé. Effectivement Thomas, alors Geneviève Fioraso, le texte que vous présentez demain œuvre pour un meilleur rapprochement entre le lycée, l'université et une meilleure gestion de l'orientation des élèves. Oui, ça me paraît très important pour la réussite en premier cycle qui aujourd'hui est totalement défaillante dans notre pays. Mes prédécesseurs avaient mis en place un plan licence de 730 millions d'euros et les indicateurs nous montrent que nous avons au contraire régressé de 5 points à l'issue de ce plan, 2 ans après la fin de sa mise en œuvre, dans la réussite en premier cycle. Nous avons un étudiant sur 2 qui quitte l'université à la fin de la première année. Et nous avons seulement 40% de réussite en licence en 3 et 4 ans. Pour vous donner une comparaison, l'Allemagne, en 3 ans, arrive à attribuer la licence à 60% de ses étudiants. Donc on voit bien qu'il y a une grande différence. Ce qui compte, c'est l'orientation. Pour mieux réussir en licence, il faut d'abord aller là où on a été formé auparavant pour réussir. C'est le cas des IUT pour les titulaires de bac techno, c'est le cas des sections technologiques des STS pour les titulaires de bac pro. Or aujourd'hui, ils vont trop souvent à l'université par défaut, ils ne sont pas formés et ils échouent. Pensez qu'un titulaire de bac pro a seulement 3,5 chances de réussir sa licence, à rapporter aux 40%. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc j'ai demandé un accès prioritaire pour les titulaires de bac pro dans les BTS, dans les STS et pour les titulaires de bac techno dans les IUT. Ensuite, il faut
davantage personnaliser, accueillir les étudiants, les avoir informés auparavant sur les formations des universités, simplifier l'offre de formation, avoir plus de 3000 intitulés de licence, 10 000 intitulés de master, c'est tout simplement de la folie. Donc il faut simplifier drastiquement l'offre de formation pour qu'elle soit lisible et pour que les familles qui n'ont pas la chance d'avoir le réseau relationnel qui leur permette de décrypter tout cela, eh bien, puissent aider leurs enfants à s'inscrire sans avoir recours, comme j'ai appris que ça se faisait récemment, à des coachs privés qui aident maintenant les familles à s'orienter. Nous sommes dans un service public, nous devons être capables d'informer dès le lycée. C'est ce que je mets en place avec Vincent Peillon, une information sur les métiers, sur les formations, sur les filières. Alors il y a une disposition de ce projet de loi qui fait un peu polémique, même au sein de la majorité, c'est l'idée de donner des cours en anglais et dans d'autres langues étrangères au sein de l'université. J'avoue que cette polémique me paraît tout à fait démesurée par rapport à la réalité. Vous la qualifiez d'hypocrisie? Aujourd'hui, nous avons 790 formations qui sont dispensées, tout ou partiellement en anglais, surtout dans les filières d'économie, commerciale et scientifique. Ça se passe principalement dans les écoles. 600 sur 790 sont opérés dans les écoles depuis plus de 10 ans. Certaines des personnes qui protestent ont elles-mêmes été formées dans ces écoles et sont bilingues et enseignent dans des pays anglophones, aux États-Unis ou bien au Royaume-Uni. Donc je dis oui, je dis il y a une hypocrisie parce qu'on considère qu'à l'université, les jeunes n'ont pas droit aux mêmes chances que ceux qui sont dans les écoles. Pourtant, ils viennent souvent de milieux plus modestes, ils sont moins rodés à l'international, ils ont moins eu l'occasion de faire des séjours à l'étranger, c'est eux qui en ont davantage besoin. Donc je dis il faut le faire de façon encadrée et puis ça nous permettra d'accueillir des étudiants des pays émergents, de Corée, d'Inde, du Brésil, qui aujourd'hui, quand on va dans ces pays, nous disent nous viendrions bien nous former en sciences, en technologie. Dans votre pays, la France nous attire, nous sommes prêts à apprendre le français sur place, mais nous ne connaissons pas suffisamment le français, nous ne connaissons pas du tout le français, donc nous ne nous sentons pas assez formés pour aller dans vos filières directement. Donc ils vont dans les universités anglo-saxonnes. C'est dommage de se priver de ces talents parce que le fait de nouer des relations avec ces jeunes, ça permet ensuite d'avoir des relations pour la recherche, pour l'échange de connaissances, mais aussi pour le business, pour le commerce, donc pour la création d'emplois. Donc voilà, il s'agit d'une mesure pragmatique, tous les jeunes la comprennent et je constate que ce sont les générations un peu plus anciennes, dans lesquelles je me mets d'ailleurs, qui ont un peu plus de mal à la comprendre. Et peut-être un moyen de parler un peu mieux anglais en France. Merci Madame Fioraso d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous deux. Et puis on va débattre en plateau de ce sujet. Il y a 40 députés socialistes qui se sont prononcés contre cette disposition de cours d'anglais à l'université. Pas vous, je crois. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues socialistes? D'abord que je comprends leur attachement à la francophonie, mais que c'est peut-être pas le meilleur véhicule pour la défendre. Geneviève Fioraso a raison de rappeler que l'enseignement de certaines matières en anglais dans les grandes écoles françaises, cela existe depuis 1994 et la loi Toubon. Si vous allez à Sciences Po Paris, pour prendre une très grande école, sur les 25 modules qui sont présentés, 25 parcours. Souvent de grandes écoles. 14 peuvent l'être de manière bilingue. Donc ça me paraît logique aussi. Il n'y a pas de cours en anglais. Ça me paraît logique de l'étendre à l'ensemble des facultés. Et Geneviève Fioraso a raison d'insister sur le fait que tous les étudiants, quel que soit le cycle, quel que soit leur parcours, doivent avoir accès à cet enseignement. Et par ailleurs, elle a aussi raison de rappeler qu'il n'y a pas que cet article. Il y a des moyens supplémentaires pour l'université. Il y a la volonté de faire réussir des bacheliers technologiques ou professionnels à l'université, alors qu'aujourd'hui, ils sont malheureusement le plus souvent en échec. Il y a la volonté de reprendre et de réformer un système et pas uniquement de se centrer sur cette petite polémique à propos de l'anglais. Rudy, ça c'est une bonne idée? Alors, on ne peut pas être hostile au fait qu'on puisse donner des cours en anglais comme ça existe dans les grandes écoles, à l'université, à condition que les choses soient encadrées. Et c'est d'ailleurs le travail que nous avons fait en commission la semaine dernière. Nous avons déposé un certain nombre d'amendements pour que le français ne soit pas une variable d'ajustement. Et nous avons fait en sorte aussi que lors des examens, eh bien, les étrangers qui viennent apprendre en anglais, parce que quand on parle de langue étrangère, c'est plutôt évidemment l'anglais à 90%, puissent avoir une épreuve de français qui vienne sanctionner l'examen. Et je crois que c'est important de l'avoir précisé, ça n'était pas dans la loi à l'origine. Et vous dites quoi face à la levée de bouclier? Parce qu'en ce moment en France, il y a 13% d'étudiants qui sont étrangers. La France est le 5e pays d'accueil. Avant c'était le 4e, l'Allemagne vient de passer devant. Vous dites qu'il y a un petit peu de chauvinisme derrière tout ça? Non, mais je crois qu'il y a une inquiétude qui est réelle. La ministre nous disait, mais vous savez, la France n'a pas inquiété, le français est en situation de force. Non, le français n'est pas en situation de force. Nous sommes en recul partout. Nous sommes en recul même dans les pays voisins. En Allemagne, par exemple, vous n'avez plus que 10% des Allemands
qui apprennent le français. Et de la même façon, il y a 10% des Français qui apprennent aujourd'hui l'allemand. Et ça régresse d'année en année. On voit bien que la langue française, qui est langue officielle, par exemple, aux Nations Unies ou encore au Conseil de l'Europe qui siège à Strasbourg, eh bien, il y a certains rapports que vous ne trouvez plus en français. Donc, on doit être extrêmement vigilant parce qu'il s'agit de notre patrimoine. Vous savez comment on dit récession en anglais ? Non, mais bon non plus. Vous voyez qu'on n'est pas très bon en anglais. Généralement, quand vous ne connaissez pas un mot, vous le prenez en français, vous le prononcez en anglais. Recession, ça marchera. Et une fois sur deux, ça marche. Recession, on connaît deux on élus va en du parler. Sud-Est. Ouais. La France est en récession, on l'a appris la semaine dernière, on va perdre un petit peu le sourire car la Commission européenne a accordé 2 années de répit à la France pour ramener le déficit public sous la barre des 3% du PIB. Mais voilà, dans l'hémicycle, on a parlé des impôts. C'est un matraquage fiscal, dit l'opposition. Écoutez la réponse du ministre du Budget, Bernard Cazeneuve. Vous avez pris des engagements devant la Commission européenne concernant l'évolution des impôts. En 2016, si vous étiez resté au pouvoir, le taux de prélèvement obligatoire aurait été de 46%. Il sera, compte tenu des engagements que nous avons pris devant la Commission européenne, de 46,2. 46,2, c'est du matraquage fiscal. 46, c'est l'Éden fiscal. Allez comprendre. La réalité, Madame Vautrin, c'est que question après question, vous essayez, devant la représentation nationale et devant les Français, de vous livrer à une opération d'enfumage. Nous redressons la France, vous l'avez affaiblie. Vous allez pouvoir réagir en tweet Olivier Dussopt. Il s'appelle correctement P, c'est son pseudo. Il dit « Cazeneuve ressasse le passé. Est-ce que les ministres de la République sont capables de se concentrer sur le présent ?» Le présent, il est d'abord dû au passé, et Bernard Cazeneuve a eu raison de rappeler que l'opposition sur la question du budget et des finances publiques nous cherche une mauvaise querelle. D'abord parce que l'endettement de la France a explosé au cours des 10 dernières années, parce que comme il l'a dit à l'instant en séance de questions d'actualité, avec l'opposition, il était prévu d'être à 46% de prélèvements obligatoires, nous serons à 46,2%, c'est certes une différence, mais pas majeure, mais en tout cas, aujourd'hui, le gouvernement, Bernard Cazeneuve dans ses fonctions, le gouvernement tout entier, doit gérer une situation de crise mondiale, de récession, vous l'avez dit, et doit gérer des finances publiques dont nous n'avons la responsabilité que depuis 1 an et qui sont dans un état extrêmement dégradé. Donc se concentrer sur le présent et même mieux se concentrer sur l'avenir, c'est l'essentiel. C'est ce qu'essaye de faire le gouvernement en redressant les comptes, en prenant des initiatives et en obtenant effectivement de la Commission européenne un délai de manière à ce que l'austérité ne soit pas trop forte, trop violente et ne compromette pas le peu de croissance qui nous reste. Bruxelles vous demande des réformes structurelles très fortes sur les retraites, sur la réforme de l'État, sur la fiscalité également. Ces réformes, Jean-Marc Ayrault a eu l'occasion de le dire encore récemment, il faut les faire. Il faut les faire, et notamment sur la fiscalité pour qu'elle soit plus juste. Il faut les faire, et le gouvernement a commencé à les faire en réduisant le rythme d'augmentation des dépenses comme ça n'avait jamais été le cas auparavant. Donc ce n'est pas Bruxelles qui doit dicter ces réponses-là. Moi, ce que je défends, y compris à titre personnel, c'est que trop d'austérité tue la croissance. On commence à le voir. On commence à le voir en Europe, on commence à le voir dans les pays qui en ont le plus souffert. Et donc, obtenir un répit, c'est aussi faire en sorte de ne pas annihiler le minimum de croissance qui nous reste par des mesures d'austérité trop fortes. Et ça, on le voit, on a du mal à tenir des objectifs à la fois de croissance, à la fois de déficit, etc. Est-ce que vous demandez un collectif budgétaire à l'exécutif aujourd'hui ? Écoutez, moi d'abord, ce que je viens d'entendre, évidemment, ne pas parler de passé serait une faute, mais il faut en parler jusqu'au bout. Je me souviens de la campagne électorale de François Hollande, où la crise était une invention de la droite. Et jamais on ne parlait de la crise telle qu'elle était. Toutes les mesures d'austérité qui avaient été proposées par l'ancien gouvernement, c'était encore de mauvaises mesures pour la France, parce que la France devait aller beaucoup mieux que ça. On voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement est rattrapé par les réalités. Et donc, sur des questions aussi essentielles que celle-là, et d'ailleurs, Jean-Louis Borloo en fait des propositions en disant sur des questions aussi essentielles, sur lesquelles ni les uns ni les autres ne sont arrivés à trouver des solutions, ne serait-il pas temps d'arriver à se mettre d'accord sur 3 ou 4 mesures essentielles, parce que nous avons un pays qui est en faillite. C'est ça la réalité. Et on continue de tenir des discours dans l'hémicycle. Moi, je vous assure, tous les mardis et mercredis, quand j'entends les discours, je me dis, j'ai l'impression qu'on vit dans un autre monde et qu'on est complètement déconnecté de la réalité. On voit bien que tous les voyants sont au rouge et que l'inquiétude est considérable pour l'avenir. Tous les voyants sont au rouge. Face à ça, Olivier Dussopt, François Hollande promet toujours d'inverser la courbe de chemin d'ici à la fin de l'année, même s'il y a eu un petit changement au niveau du vocabulaire. Lors de sa conférence de presse jeudi dernier, il a dit qu'elle pouvait s'inverser, alors qu'avant, elle devait s'inverser. Est-ce que c'est un reniement ? Non, ce n'est pas un reniement.
Reniement, pas remaniement. Attention, parce qu'il ne faut pas trop prononcer remaniement en ce moment. C'est un mot tabou. Mais non, il n'y a pas de reniement, décidément. Ce qui compte, c'est tout mobiliser pour l'emploi. Et le gouvernement a commencé à le faire. Vous y croyez à cet objectif d'inverser la courbe de chômage en décembre 2013 On y croit parce qu'on a besoin d'y croire pour le poursuivre. C'est ça l'essentiel. Donc c'est la méthode Coué un petit peu. Non, c'est pas la méthode Coué. C'est tout faire pour inverser la courbe du chômage. C'est tout faire pour créer de l'emploi. C'est tout faire pour soutenir l'innovation. J'ai la chance d'être élu sur une circonscription qui est à la fois très industrielle et très rurale, avec une industrie traditionnelle qui a énormément souffert de la crise au cours des 10 dernières années et presque 5000 emplois perdus. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la situation est difficile, mais nous avons des entreprises qui se réveillent, qui voient leurs investissements repartir, qui créent de l'emploi. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de le souligner dans quelques jours avec le Premier ministre. Ces entreprises qui créent de l'emploi arrivent à créer de l'emploi parce qu'elles innovent, parce qu'elles investissent et parce qu'elles vont à la conquête de nouveaux marchés grâce à l'innovation. Donc travaillons là-dessus, aidons les entreprises qui innovent et qui investissent, aidons aussi par le maintien d'un niveau de dépenses publiques, notamment de dépenses d'équipement, dépenses d'investissement qui font travailler les entreprises pour faire en sorte que la croissance soit présente et avec cet objectif effectivement qui est de faire baisser le chômage. Alors messieurs, il est 16h30, tout pile dans quelques minutes, nous allons prendre la direction de la salle Lamartine à l'Assemblée pour la suite des auditions sur la commission d'enquête parlementaire. Et je parle bien évidemment de l'affaire Cahuzac. À quoi sert cette commission d'enquête? Je vais vous poser la question, mais avant cela, retour sur cette affaire Cahuzac dont on a tellement parlé. Thibault Le Floch. Les 4 et 5 décembre 2012, le site Mediapart publie 2 articles affirmant que Jérôme Cahuzac a possédé jusqu'en 2010 un compte au sein de la banque suisse UBS à Genève, puis à Singapour. Un enregistrement vieux de 12 ans est également mis en ligne. J'ai toujours un compte ouvert à l'UBS, je ne veux plus rien maintenant. La seule chose que j'avais c'est l'UBS. J'ai réfléchi à avoir un compte ouvert là-bas. J'ai réfléchi à l'UBS, c'est quand même pas forcément un truc planqué donc. Pour Mediapart, c'est bien Jérôme Cahuzac qui s'exprime. Le jour même, le ministre du Budget contre-attaque. Face aux députés, il nie l'existence de ce compte à l'étranger. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Le 8 janvier, l'affaire rebondit avec l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale. Jérôme Cahuzac nie toujours, tandis que le gouvernement et l'Élysée font bloc autour du ministre fragilisé. Mais pendant ce temps, la justice continue son enquête. Le 15 mars, elle établit scientifiquement que la voix entendue sur l'enregistrement est bien celle de Jérôme Cahuzac. 4 jours plus tard, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire contre X pour blanchiment et fraude fiscale. Le jour même, le ministre du Budget quitte le gouvernement, officiellement dit-il, pour mieux se défendre contre les calomnies à son encontre. Le 2 avril dernier, coup de théâtre. Le Canard enchaîné fait sa une sur les aveux de Jérôme Cahuzac. Ce dernier a avoué au juge qu'il a bien possédé un compte en Suisse puis à Singapour dans lequel se trouvaient environ 600 000 €. Il est alors mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Mis à part une note d'excuse sur son blog, c'est désormais le silence radio de la part de l'ancien ministre. Un silence de 2 semaines qui prend fin le 16 avril sur BFM. Aujourd'hui, en conscience, j'estime que la gravité de cette faute ne me permet pas de rester parlementaire et j'ai donc décidé de démissionner de ce mandat. Jérôme Cahuzac prévoit désormais de sortir un livre sur sa version de l'affaire, une version qu'il devra également soutenir devant la justice. Et non, je vous le disais, 2 auditions ont débuté ce matin avec 2 auditions. D'abord celle d'Edoui Plenel, président de Mediapart, et Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Dans quelques minutes, l'audition de Michel Gonel. Il est l'homme par qui le scandale est arrivé, ancien maire de Villeneuve-sur-Lot, la ville de Jérôme Cahuzac. On entendra également les anciens membres de cabinet de Jérôme Cahuzac, aujourd'hui membres de cabinet de Bernard Cazeneuve, notamment Amélie Verdier, directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac. C'est l'UDI qui a demandé cette commission d'enquête parlementaire, Jean-Louis Borloo. Et c'est Charles de Courson qui la préside. Vous attendez quoi concrètement de cette commission d'enquête parlementaire? Nous attendons toute la lumière. Voilà, c'est une affaire suffisamment grave pour que les Français sachent exactement ce qu'il y a derrière. Car la question qu'on est en droit de se poser, c'est le gouvernement, l'exécutif, était-il au courant? Première déclaration ce matin d'Edoui Plenel, c'est qu'il avait informé les entourages du président de la République et du Premier ministre dès le 18 décembre. Alors, ou bien le gouvernement et l'exécutif n'étaient pas au courant. Et c'est grave, parce qu'on peut se demander comment tout un tas de gens étaient au courant, avaient des preuves, avaient un certain nombre de documents, et que le gouvernement n'en est pas. Ça pose la question de savoir si l'exécutif est encore bien informé. Ou bien alors l'exécutif était informé, et non seulement c'est grave, mais c'est coupable. Donc nous avons besoin
de savoir exactement quelle est la vérité sur cette affaire. Et les conclusions seront rendues au mois de septembre. Jérôme Cahuzac en personne sera auditionné dans environ un mois. C'est la 12e personne interviewée. Et puis 3 ministres à la fin, sûrement début juillet. Christiane Taubira, Manuel Valls et puis aussi Pierre Moscovici. Les taux se resserrent. Olivier Dussopt. Vous savez, quand le groupe UDI a demandé la mise en place de cette commission d'enquête, le groupe socialiste majoritaire ne s'est pas opposé à la commission d'enquête parce que nous pensons aussi qu'il faut lever le voile, qu'il faut faire la transparence, qu'il faut rassurer sur les implications présumées, dénoncées, soupçonnées, parfois à tort, des uns et des autres. Vous les croyez sur parole? Personne n'était au courant Cette commission d'enquête va se réunir. Moi, je ne suis ni enquêteur ni juge. Laissons la commission d'enquête travailler, laissons-la rendre des conclusions et rendre son rapport de la même manière que depuis le début, nous disons qu'il faut laisser travailler la justice. Jérôme Cahuzac a reconnu une faute grave, scandaleuse, qui heurte, parce qu'en plus de ça, commise par celui qui demandait l'effort et l'égalité face à la fiscalité, à lui aujourd'hui d'assumer face à la justice, à celles et ceux qui ont pu être à un moment ou à un autre soupçonnés ou mis en cause, ça a été le cas régulièrement, de pouvoir se défendre devant cette commission d'enquête. Vous regrettez à l'époque d'avoir défendu corps et âme un petit peu Jérôme Cahuzac, ou vous dites que c'est un contexte politique, que vous êtes fait, disons familièrement, berné par Jérôme Cahuzac? Je crois que tout le monde l'a été. Que tout le monde l'a été, et que, y compris parmi ses plus proches. Beaucoup ont cru ces paroles, beaucoup ont cru ces affirmations. Beaucoup l'ont cru lorsqu'il a juré, pour reprendre l'expression devenue célèbre, les yeux dans les yeux, que c'était faux. Est-ce que ça n'est pas finalement humain, à la fois de faire confiance et en même temps d'avoir des doutes? Est-ce que ça n'est pas humain de s'interroger et d'attendre des réponses? Est-ce que ça n'est pas humain aussi, parfois, de croire la parole de quelqu'un qui jure sur la tête de ce qu'il a le plus cher? Et ce matin, il était l'invité de nos confrères de RTL. Il s'est dit, on va l'écouter, il se dit un homme blessé et il fait une comparaison avec d'autres affaires, mais cette fois-ci des affaires plus graves, on va dire, de pédophilie. On va écouter cette comparaison qui a été faite. Je vous demande de réagir juste après. Cette attitude qui a pu amener certains à avoir des mots très durs, je crois même avoir été qualifié d'être répugnant. Si je suis répugnant, comment qualifie-t-on un violeur et un assassin d'enfants? Comment qualifie-t-on Marc Dutroux? Si on veut garder un sens aux mots, et si je suis répugnant, alors je crains qu'il ne faille à l'Académie française un peu d'imagination pour forcer le vocabulaire. Peut-être suis-je effectivement répugnant et je ne porte pas de jugement sur ceux qui ont porté ces jugements sur moi. Je n'ai pas de qualité pour porter ces jugements. Le répugnant, le mot était de trop? Vous aurez pu l'employer dans votre bouche? J'ai employé d'autres mots. J'ai employé d'autres mots parce que l'attitude avait choqué. Aujourd'hui, qualifier Jérôme Cahuzac, ça relève de la justice. C'est la justice qui dira ce qu'est Jérôme Cahuzac, quel est le personnage qu'il est et quelle est la peine qu'il doit connaître pour la faute qu'il a commise. Rudy Sall, cette comparaison avec l'affaire Dutroux, ça vous choque? Ça n'a rien à voir. Simplement, il faut que Jérôme Cahuzac ait bien conscience d'une chose, c'est qu'il a trompé les Français, ès-qualité de ministre de l'économie et des finances, ministre du budget, celui qui demandait toute la transparence sur le budget des autres, insultait finalement les Français les yeux dans les yeux. Et ça, c'est quelque chose qui marquera dans la République. Vous demandez, il a dit qu'il ne serait pas candidat aux législatives partielles, en tout cas à Villeneuve-sur-Lot, mais il a dit peut-être au municipal en mars 2014. Vous lui dites quoi, Jérôme Cahuzac? D'arrêter la politique totalement? Je ne lui dis rien. À sa place, j'arrêterai la politique, mais moi je ne lui dis rien. Je le répète, la justice va avoir à se prononcer. Et j'espère que dans le cas d'espèce, ça sera une condamnation à l'inéligibilité, ça réglera la question. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été nos invités.